Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Avant de partir en vacances, je voulais étudier une dernière chose avec vous, très importante parce que je pense qu'elle est en risque dans les prochaines semaines. Et donc, en mon absence, j'aimerais que vous ne soyez pas forcément surpris par ça, étant donné ce qu'on voit donc sur pas mal d'actifs en ce moment, très psychologiques, WTI, dollars, tout ça. Donc on va chercher des limites. Il y en a un qui m'inquiète particulièrement, alors c'est pas la première fois que je communique là-dessus, mais je pense aujourd'hui être dans l'obligation de devoir faire un rappel technique des différents risques financiers. Et je vais prendre pour exemple ma chère et favorite Apple, celle qui me sert à hedger mon portefeuille à la vente, en partie. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Donc quels sont les risques que je vois aujourd'hui par rapport à Apple, et j'en profite donc pour élargir le débat sur une thématique souvent mal comprise des risques financiers. Donc loin de moi l'idée aujourd'hui de vous faire un cours de fondamental, d'accord, je vais vous faire une partie de cours fondamental, parce que c'est quand même c'est du fondamental de gestion de risque, ce dont on va parler aujourd'hui, mais je vais vous en parler donc dans les grandes lignes, pas vous trader tout ça en mode vous allez devenir des pros de l'arbitrage demain, mais juste donc de vous expliquer la base des différentes mesures de risque financier. Vous avez déjà dû en entendre parler probablement, en tout cas au moins de ce qu'on appelle le delta et des trucs comme ça, vous avez dû entendre. Donc on va parler de ces lettres grecques, donc souvent mal comprises, très mal interprétées, ou très souvent bien expliquées mais très mal utilisées. Donc je vais vous expliquer en gros ce que c'est, la base de ce que vous avez à savoir de ces trucs-là. On ne va pas faire un cours de mathématiques financières, loin de là. Mais par contre, essayer de vous montrer comment on peut l'utiliser pour comprendre les risques associés à un marché. Donc, si je vous résume, en finance tradie, entre guillemets, on utilise donc différentes mesures, différentes lettres grecques pour matérialiser certains types de risques. Donc, il y a le risque alpha, c'est-à-dire que le risque alpha, c'est la recherche du rendement, donc c'est la mesure la plus pure de la gestion du risque, le ratio risque-rendement. Autrement dit, pour obtenir un rendement, on prend une forme de risque qui est associée effectivement et qui doit être mesurée par rapport à ce rendement. Bon, en gros, quand on recherche un rendement, on prend un risque alpha. Okay, là, c'est le risque le plus pur, c'est-à-dire que soit vous avez tort, soit vous avez raison. Si vous avez raison, c'est le rendement. Si vous avez tort, c'est le risque. Autrement dit, vous prenez une perte ou vous prenez un gain. Okay, derrière, il y a ce qu'on appelle souvent le bêta, c'est-à-dire de mesurer le risque relatif de l'actif A par rapport à un référent B. Là, on rentre dans le territoire de l'arbitrage. C'est-à-dire que ce qu'on fait ici, c'est qu'on arbitre un bêta. Le trade bêta le plus classique mis en application, c'est ni plus ni moins que de prendre n'importe quel actif qu'on veut acheter et on va chercher une patte vendeuse qui y est corrélée. Autrement dit, on va chercher un actif qui a un taux de corrélation élevé avec l'actif qu'on cherche à acheter, mais qui est plus faible. Par exemple, on fait souvent un arbitrage dit de bêta, c'est-à-dire qu'on prend un actif qui monte plus fort qu'un indice référent. Autrement dit, on vend l'indice qui a un panier d'actifs et on achète l'actif qui est supposément plus haussier. D'accord ? Ça, c'est le classique du fameux pari, comme on dit, qui fait tirer les marchés à la hausse, puisque les gagnants reçoivent plus de capitaux que les autres, puisque comme ils surperforment, ça attire les traders de bêta. Ok ? Donc ça, vous comprenez que en fait, ça s'appelle juste déplacer les risques. C'est-à-dire, le risque alpha, c'est celui qui est le plus pur, c'est celui où vous produisez une analyse, vous avez tort, raison, vous récupérez un maximum de gains par rapport à ça. Le bêta, c'est déplacer un petit peu le problème pour dire, bon, quand j'ai un peu de mal à trouver de l'alpha, je vais chercher du bêta parce que c'est mieux. Okay ? Derrière, vous avez le risque delta, qui là, on déplace encore une fois le problème, c'est-à-dire qu'on commence à être un peu loin par rapport à l'arbitrage de la valeur. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher à parier sur la volatilité. C'est-à-dire que le risque delta, on prend les produits dérivés, donc put, call, et on va parier sur le spread entre put et call. C'est-à-dire que justement, on va commencer à arbitrer soit avec des puts, soit avec des calls, pour essayer donc de hedger la position. Là, c'est le moment où, très concrètement, on peut avoir un actif dont les risques augmentent, mais dont les prix continuent de monter parce que le positionnement des traders professionnels se déplace sur des risques delta. Autrement dit, ils commencent à faire des paris de court terme, d'arbitrage de la volatilité, tout simplement pour chercher du rendement sans réellement s'exposer ni à l'alpha, ni au bêta, mais toujours en étant en cumulé, c'est-à-dire qu'on prend des risques qui sont dérivés, qui sont donc de plus court terme, qui permettent de générer là encore des rendements de court terme sans nécessairement prendre trop de risques. Mais il faut comprendre que le risque en delta, c'est évidemment de se manger des effets bêta et des effets alpha. Autrement dit, si d'un coup le marché se met à exploser dans l'autre sens de votre pari, vous prenez double dose. Voilà. Donc les paris doivent réellement être de court terme, mais toujours pareil, plus de risque égale plus de rendement. On doit dégager plus de rendement sur des mouvements toujours plus faibles.
En pariant sur la volatilité à court terme, on peut générer un rendement, c'est toujours associé à un risque, c'est ce qu'on appelle le rendement delta, associé à un risque delta, qui est lié à un risque de volatilité. Et il y a le dernier, le funky furieux qui est donc à la mode ces derniers temps, le gamma. Alors qu'est-ce que c'est gamma ? Eh bien gamma, c'est le truc dont je vous avais déjà fait une vidéo, c'est le VVIX, c'est-à-dire quand on est là en train de parier sur ce qu'on appelle en anglais le rate of change, c'est-à-dire le momentum de la volatilité. C'est-à-dire que là, on prend le spread des ratios put-call, qui sont donc des arbitrages de volatilité plus court-termistes quand on a du mal à trouver donc de l'alpha et du bêta. On vient chercher du delta, mais quand on n'y arrive plus sur le delta, c'est-à-dire que ça devient trop risqué de parier sur la volatilité, on parie sur la volatilité de la volatilité, pour générer, là encore une fois, des rendements toujours plus court-termistes, associés évidemment, là encore une fois, à beaucoup de risques, mais par contre, les rendements sont énormes. Et là, c'est là où tout simplement vous allez avoir, je vous donne l'exemple d'un gamma squeeze que vous avez pu voir par exemple sur Tesla ou des trucs comme ça, c'est-à-dire quand, d'un point de vue rationnel, il y a beaucoup de traders qui se sont exposés à l'achat, d'accord ? C'est-à-dire qui étaient exposés à l'alpha. Ils cherchaient la croissance de la valeur Tesla. Bon, évidemment, la valeur Tesla, ça part vite, très fort. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Très vite, on ne peut plus justifier des entrées alpha, on va chercher du bêta, c'est-à-dire qu'on va se mettre à acheter Tesla en vendant, par exemple, Lucid Motors, ou un truc comme ça, ou en vendant un indice automobile, ou en vendant du Volkswagen, etc. On va donc parier sur l'écartement des valorisations entre des actifs qui montent ou qui baissent, mais qui sont corrélés et qui sont moins rapides que celui-là. Autrement dit, vous comprenez que pour justifier un achat sur des niveaux de valorisation type $250, je vous rappelle qu'il y a eu un split et tout ça, il faut tout simplement, à ce moment-là, ça ne peut plus se justifier sur un alpha, donc il n'y a plus que du bêta à tirer. Et il y a plein de gens qui ont fait cet arbitrage en bêta. Derrière, évidemment, quand on commence à atteindre des niveaux de valo complètement stratosphériquement débiles comme ce niveau-là, là, on ne peut plus justifier le moindre investissement ni en alpha ni en bêta. Donc, que font les gestionnaires professionnels ? S'ils veulent continuer de parier sur la valeur, ça fait mumuse sur les produits dérivés. C'est-à-dire que là, c'est plus simplement le market maker qui va arbitrer la volatilité. Vous allez avoir des traders institutionnels qui vont venir et qui vont foutre des millions sur des puts et des calls. Ils vont évidemment sélectionner ça intelligemment. Il y a des modèles mathématiques sur le traitement des options. Mais ça reste ça, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils vont commencer à parier sur la volatilité. Et je vous dis, à ce moment-là, ça va être de dire, on va favoriser effectivement des calls in the money, et puis on va chercher derrière à arbitrer ça avec la vente d'un put out the money, par exemple. Et on va essayer de jouer sur l'arbitrage de volatilité, tout en favorisant la hausse, c'est-à-dire qu'évidemment, on s'expose plus au call qu'au put qu'on vend. Mais on vend évidemment donc une borne de volatilité. On dit, si le prix baisse, il ne pourra pas baisser jusque-là. Donc on va vendre ce put, mais par contre, si ça monte, on n'aura aucun problème à aller là, donc j'achète ce call. Comprenez le délire ? Je vends un put, j'achète un call et j'arbitre la volatilité. Risque, delta. OK ? Et derrière, donc le gamma qui revient à dire le spread entre les puts et les calls qui sont les plus traités, d'accord ? Commence à atteindre lui-même des niveaux où ça devient intéressant de parier sur l'augmentation ou la réduction de ces spreads. C'est-à-dire que là, on parie même plus en achetant un put et en vendant un call. On se met du coup à parier sur ceux qui sont en train d'acheter des calls vont se planter, c'est-à-dire que là, on commence à parier activement sur, par exemple, des calls in the money, mais on commence à parier contre eux, c'est-à-dire on dit ces gens-là vont se planter. Bref, on commence à chasser les vendeurs. Là, c'est le moment où ça devient dangereux. C'est-à-dire, c'est le moment où tout simplement, la seule chose qui reste derrière, c'est l'effondrement spéculatif. Parce que là, la valorisation de l'actif n'a plus rien à voir avec ses fondamentaux. Là, à ce moment-là, tout ce qu'on a, c'est des parieurs d'extrêmement court terme. Là, on parle de gens qui achètent le matin et ça revend dans les minutes qui suivent. Ils sont là pour arbitrer les sursauts de volatilité en intraday. Là, on est vraiment sur du pari d'extrêmement court terme, le gamma squeeze. À ce moment-là, on va chercher des positionnements de hedge, c'est-à-dire des gens qui voient que la valorisation n'est plus en lien avec la réalité, mais qui font des paris qui peuvent être exploités pour un rendement. Autrement dit, là, c'est vraiment un pari contrarien. C'est de dire, ah ouais, toi, tu paries que ça va baisser là, et du coup, je prends ton pari opposé et je vais essayer de complètement repousser ton call, je vais essayer de repousser ton put tellement hors de la monnaie que tu vas avoir une perte abyssale et que tu vas être obligé de faire quoi ? Tu vas être obligé de vendre les actifs sous-jacents. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, ce que fait le gars, c'est qu'il fait le pari que toi, tu vas être obligé de mettre en exercice ton option. Et avec une perte, d'accord ? Et que tu vas donc devoir, là, à ce moment-là, te forcer à acheter l'actif pour pouvoir compenser la perte. Donc, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de pousser des gens à acheter des actions via des arbitrages de volatilité.
Avec un gamma squeeze, ce qu'on fait, c'est ça. C'est qu'on force des gens qui voulaient vendre ou qui voulaient hedger des positions acheteuses, soit à vendre leur hedge en perte abyssale, soit à se les forcer carrément à acheter. C'est-à-dire forcer le market maker qui produit ces produits dérivés à acheter ou vendre parce que l'arbitrage de volatilité derrière est intenable. Le pur gamma squeeze. Bon là, si je devais vous faire la mécanique mathématique pour vous expliquer tout ça, ce serait un peu plus long, mais je vous explique l'essentiel que vous devez comprendre. En soi, c'est une pyramidalisation des risques. D'accord ? Le risque alpha, c'est le risque le plus pur, le plus sain. C'est personnellement celui que je recherche le plus, parce que c'est là où réellement, bon, quand on a un peu de conscience et un peu d'éthique, c'est là où on va juste prélever une partie de la croissance du marché. Autrement dit, c'est votre capacité à prévoir des bons actifs et à investir sur cela, et éventuellement à vendre d'autres actifs. C'est vraiment votre capacité ici à dénicher, c'est ce qui est le plus proche de l'investissement, la recherche de l'alpha. C'est très important de comprendre le bêta parce qu'évidemment, quand il y a moins d'alpha à récupérer dans le marché, faire du bêta, c'est une solution très avantageuse pour arbitrer dans les ranges ou même tout simplement pour continuer éventuellement à acheter un actif dont le prix ne justifie plus d'alpha. Donc il faut comprendre que la plupart des gérants, ils se cantonnent à ça. Après, évidemment, il y a les petits malins génies de la finance qui jouent tout le temps sur le delta. Et évidemment, quand on est au sommet des bulles spéculatives, c'est là où il y a les plus grands requins prêts à faire n'importe quoi avec des effets de levier stratosphériques qui vont vous créer des gamma squeeze. Je vous rappelle quand même que le gamma squeeze de General de GameStop, c'est pas du tout les petits particuliers qui l'ont orchestré. Hein. C'est des gros fonds d'investissement qui sont venus se servir des particuliers comme bonne excuse pour dire que Down Street était en train de faire tomber Wall Street. Bon, c'est clairement pas ça qui s'est produit. Aujourd'hui, tout a été documenté. Hein. Il y a des gros fonds complètement violents qui sont venus alimenter le gamma squeeze. Donc, gros danger, encore une fois, dans la mauvaise compréhension de ces trucs. Donc, comprenez ces risques. Alpha, bêta, delta, gamma. Comprenez donc aujourd'hui que la plupart des grosses valeurs américaines, alors ça se concentre essentiellement aujourd'hui sur Tesla et sur Apple, sont en plein dans la période de gamma squeeze. C'est-à-dire que là, la seule chose aujourd'hui qui fait monter ces valorisations, ce ne sont plus des achats au marché, ce sont des squeezes sur des arbitrages de volatilité. C'est-à-dire des gens qui arbitrent la volatilité de la volatilité. Ils sont vraiment en train de parier sur le gamma. De dire, aujourd'hui, il y a plein de gens qui couvrent les portefeuilles, etc. Et ben nous, on va continuer de faire monter les prix pour forcer l'exécution d'options acheteuses. Et là, c'est très compliqué. Parce que ça, je vous l'ai dit, ce sont donc des schémas de Ponzi. Il faut bien comprendre que quand on recherche un risque gamma, c'est qu'on est à la fin de quelque chose. C'est qu'à veut dire qu'il n'y a plus de rendement nulle part. Ça veut aussi dire que, de toute façon, c'est une pyramide de prise de risque. C'est-à-dire que d'abord on exploite l'alpha parce que c'est la plus pure des prises de risque, puis on part sur du delta, sur du bêta, puis sur du delta et à la fin gamma. Et évidemment, la plupart des traders, eux, ne se vont pas dans ces trucs-là. Hein. Voilà, pour faire ça correctement, c'est pas de la petite mathématique financière. Là, c'est des trucs hyper costauds. Donc, ça, on va dire, c'est réservé aux quants et aux grandes banques d'affaires, etc., ou quelques fonds spéculatifs hyper agressifs. Donc, la plupart des rendements de marché, ils se font en alpha et en bêta. Quand aujourd'hui, vous voyez que la plupart des rendements sur ces grosses valeurs qui pèsent à elles seules, d'accord, les 10 premières du S&P 500 pèsent plus de 30% de l'indice. Quand vous comprenez que ces 10 valeurs, elles sont toutes en train de chercher des gamma squeeze aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vous attend dans la gueule quand ce gamma squeeze va soit réussir, soit échouer? Le risque de comprendre, c'est que tant qu'on est à la recherche de ces gamma squeeze, comme Tesla en fait, on n'est plus en train de chercher de la rationalité, on joue sur du dérivé de dérivé de dérivé. C'est de la folie furieuse. Mais tout ça, ça se cumule. C'est de comprendre qu'aujourd'hui, les risques qu'on prend ici font peser tous les rendements en dessous. Si jamais le gamma squeeze échoue, ou surtout si le gamma squeeze réussit et que d'un coup il n'y a plus rien, il n'y a plus le moindre acheteur en fait. Une fois qu'on a plus, il n'y a plus rien au-delà du gamma, on ne va pas faire de la volatilité, de volatilité. Enfin là, ça devient Inception quoi. Donc, il y a un moment donné, il faut que vous compreniez que le risque financier aujourd'hui, c'est les mathématiques financières qui permettent d'exploiter des risques de plus en plus complexes. Mais il faut bien comprendre que cette pyramide de risques, quand eux se plantent, c'est tout le monde qui mange. Et on revient à la base, c'est-à-dire que derrière, quand ça marche plus, c'est pas « ok, bon, dans ce cas-là, on va revenir à du risque delta ». Non, c'est de dire toute la pyramide de risque s'effondre. C'est ce qu'on appelle un effondrement spéculatif. Tout simplement, les prises de risque ici vont causer des chutes de prix absolument drastiques parce que ce qu'on va revenir chercher, c'est la forme la plus pure de tendance, c'est-à-dire le ratio risque-rendement, point barre. Pas d'arbitrer Tesla avec telle ou telle connerie, etc. Ça va revenir très simple. Ça va être à quel prix on achète Tesla.
Je n'ai pas peur de vous dire qu'aujourd'hui, les zones d'achat sur Tesla, elles se trouvent entre 350 et 450 $. Ça se vend 1127 à l'heure actuelle. Ça ne se vend pas, en fait, 1127 $. Ça s'échange via des produits dérivés de produits dérivés, puisque c'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Ok, le grand classique d'un gamma squeeze, c'est ça. C'est un effondrement des volumes avec une parabolisation des prix, et d'un coup, on a un regain de volume qui traduit de la tentative du gamma squeeze. Donc je peux vous dire qu'il y a un gamma squeeze en cours sur Tesla depuis plusieurs semaines. Si ce gamma squeeze se termine, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de risque gamma à exploiter sur l'action, c'est l'effondrement spéculatif imminent. Et je vous jure que ça va aller très vite en direction des 450 $. Évidemment, ça va faire la une des journaux, mon Dieu, Tesla s'écroule, la bulle tombe, etc. Non, non, ça veut juste dire qu'à 450 $, on revient sur du risque alpha et que ça vaut le coup d'acheter Tesla. Oui, c'est ça que ça veut dire. Et ça vaut pour Apple, hein, c'est la même chose, et ça vaut pour énormément de grosses valeurs technologiques. Regardez Apple, ici c'est encore pire parce que la construction du schéma, elle n'est même pas hebdomadaire, elle est mensuelle sur Apple. D'accord ? Donc là, vous avez tout ce qui est effectivement Apple en croissance, etc. L'ère des iPhones, c'était fantastique. Enfin, rappelez-vous, ça c'était la croissance organique d'Apple, les iPhones, le machin. Ça, c'est quoi ? C'est toujours de la croissance organique ? Non, ça c'est le bêta qui arrive. Ok ? Ça, c'est tout l'arbitrage de volatilité d'Apple, tous les deltas. Et là, aujourd'hui, c'est le gamma. Et vous le voyez, baisse des volumes, bien des volumes. On est en plein gamma squeeze sur Apple depuis le Covid. C'est-à-dire des gens qui parient sur la volatilité de la volatilité des options. Enfin, qui parient sur la volatilité des options, d'accord, qui sont déjà un dérivé. Donc, les options, ça mesure la volatilité. Enfin, on arbitre la volatilité du prix. Quand on arbitre les arbitrages de volatilité, on trade sur la volatilité de la volatilité. Vous comprenez, c'est le risque au carré. Donc là, Apple, c'est pareil. Ça fait joujou. On a eu la bosse de volume ici. Donc le gamma squeeze est quand même assez historique. C'est-à-dire que les mecs, ils ont quand même réussi à trouver plein de vendeurs sur Apple et à essayer de leur péter les dents. Je vous jure que ça, le jour où ça s'arrête, à quel moment on a arrêté l'alpha sur Apple ? Ici. Je ne veux pas vous faire peur, hein, d'accord ? Alors, je veux bien éventuellement tolérer le fait que le delta, qu'on reviendra probablement sur du bêta sur Apple, parce qu'Apple n'est pas non plus une entreprise de merde et elle a effectivement pas mal d'atouts fondamentaux. Mais j'ai pas peur de vous dire que Apple, il y a des chances que dans les prochaines années, ça retourne à 20 $. Allez, soyons gentils, peut-être 30, 35. Mais pour moi, c'est là que ça s'achète Apple. Hein. Tout ça, c'est toute la partie delta-gamma qui ne veut rien dire. Elle ne représente rien du tout sur les prix. Bon, dans la logique Apple, il y a un truc en plus, hein, c'est-à-dire qu'en plus des dérivés et des paris sur les produits dérivés et des prises de risque beaucoup plus avancées, il y a surtout que Apple rachète ses actions. Donc c'est en plus de ça, on raréfie le papier, c'est fantastique pour effectivement favoriser le gamma squeeze. Mais si vous croyez que ça c'est la vraie valeur d'Apple, bah non, la valeur c'est l'alpha. L'alpha d'Apple, il est probablement par là, vers 30, 35, 40, allez, 45, disons soyons francs, entre 30 et 50. Évidemment, la valeur d'Apple, elle augmente avec le temps. Hein. Mais plus on s'écarte en faisant joujou dans la pyramide des risques, plus le risque de se manger un truc, ça va faire mal. Et c'est là, et la seule raison pour laquelle je vous fais cette émission aujourd'hui, d'une, pour que vous compreniez enfin ces trucs pour les utiliser correctement, mais surtout, comprenez qu'aujourd'hui, les top 10 du S&P 500 pèsent 30% de l'indice, et ils sont tous en recherche de gamma squeeze. Quand ce risque gamma va s'épuiser, c'est-à-dire que tout simplement, il n'y a plus assez de monde qui va parier sur les produits dérivés, la volatilité va s'écrouler, il n'y aura plus de rendement à tirer, qu'est-ce qui va se passer ? On ne va pas revenir sur le rendement delta, on l'a déjà tout exploité. On ne va pas revenir sur le rendement bêta, on a déjà tout exploité. Apple surperforme absolument tout aujourd'hui, tellement c'est génial. On va revenir sur la valeur, l'alpha. Combien ça vaut ? Combien ça vaut Apple ? Ça s'échange 30 fois les bénéfices. D'accord ? Dans un bear market, en général, on vient chercher à peu près 4 à 5 fois les bénéfices. Alors je veux bien que l'impression monétaire aujourd'hui fasse que la taille de la masse monétaire étant plus impressionnante, on risque de revoir ces ratios à la hausse, c'est-à-dire qu'au lieu de 4-5, on sera peut-être sur du 7-8. Ça reste qu'Apple devrait quand même diviser sa valeur par 3. Et ça ramène, encore une fois, sur les mêmes zones. Apple, je pense qu'il faut acheter ça avec un PER de 7 à 8. On est à 32. Voilà. Et ça continue de monter, hein, puisque là, aujourd'hui, on est en ATH. Donc, faites attention, encore une fois, à comprendre les mécanismes, les différentes mécaniques de risque. Aujourd'hui, le gamma squeeze, il est en cours sur Tesla. Sur Amazon, on n'y est pas encore. On n'y est même pas du tout pour l'instant. Pardon, sur Amazon, on y est aussi. C'est pas lui que j'ai en tête. Sur Google, je crois qu'il y a encore... Voilà, pareil, hein, on est en gamma aussi. Facebook, c'est moins le cas pour l'instant.
mais bon, Facebook, ça attire moins les spéculateurs parce que trop risqué pour l'instant. Mais voilà, vous avez donc toutes ces grosses valeurs, les Google, Amazon, Apple, tout ça, c'est gamma squeeze mensuel, c'est-à-dire qu'on exploite toute la pyramide de risque. Attention quand ça va tomber tout ça. Je vous rappelle, printers go brrr, donc effectivement tout le monde joue aujourd'hui sur les marchés parce qu'on est obligé. Quand la mer va se retirer, ça va faire mal quand on va retourner sur des risques alpha, sur ces grosses valeurs. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, ça veut juste dire que leur valeur aujourd'hui n'a rien à voir avec leur prix. Le prix que vous voyez, c'est le prix d'échange des arbitrages de volatilité sur la volatilité. C'est le prix d'exercice de ces options. Point à la ligne. Il y a très peu de volume qui s'échangent, de moins en moins de volume avec des hausses de prix qui montent. C'est-à-dire normalement les volumes d'échange intraday devraient être plus grands. Mais pourquoi vous ne les voyez pas monter, ces volumes ? Tout simplement parce que justement le risque se déplace sur des produits dérivés, dont l'expression du volume, les paris sur les produits dérivés, vous ne les voyez pas dans les volumes spot. Ok ? Donc comprenez bien tout ça. Aujourd'hui, la plupart des risques financiers pris sur les grosses licornes boursières de Wall Street, elles se comptent au nombre de 5 ou 6, sont tous des risques extrêmement court-termistes. Et une fois que ces rendements vont s'épuiser, il n'y aura plus rien sur les prix. Donc je préfère encore une fois vous avertir de ces risques. On est dans une période où, vous le savez, on commence à voir aujourd'hui des doutes. Plus que des doutes. Le pétrole qui s'est mangé je ne sais pas combien de pourcents de repli. Attention à ce que les technos ne soient pas celles qui vont suivre. Et je ne parle pas de toutes les technologiques. Je parle des licornes dont les risques financiers court-termistes pourraient très rapidement s'effondrer si jamais ça chiait dans la colle sur elles. Et il suffit qu'il y en ait une qui tombe et elles vont toutes tomber en même temps. Donc il suffit qu'il y ait un Tesla qui se réveille à moins 10 demain matin et je peux être sûr que toutes les autres vont suivre. C'est bien les mêmes gars qui parient sur les mêmes valeurs. Ils font le même truc sur Apple, sur Amazon, sur Google, sur Tesla. Voilà. Donc c'est particulièrement ces quatre-là. Il y en a d'autres, je vous rassure. Mais c'est particulièrement ces valeurs. Donc il n'y a plus aucun rendement alpha, il n'y a plus aucun bêta possible sur ces valeurs. Il n'y a plus du tout de delta. La seule chose qui reste, c'est des gamma squeeze. Enfin, c'est du rendement gamma et ils tentent de le pousser au maximum avec ce qu'on appelle donc le point culminant de la connerie de spéculation financière, le gamma squeeze. Et une fois que le gamma squeeze s'est produit, c'est le crack. Et oui, ça veut dire qu'après, on revient chercher les valeurs alpha. Donc faites attention, je voulais le faire depuis un bon moment, de prendre le temps de vous expliquer correctement ce qui est à l'œuvre sur ces grosses valeurs. Moi, perso, je ne pensais pas qu'on irait chercher du risque gamma. Sur des valorisations pareilles. Normalement, le risque gamma, c'est spéculer sur des actions peu liquides. Alors, c'est vrai que de voir des fins de cycle en tentative de gamma squeeze sur des valorisations licornes, j'avoue que je ne l'ai pas vu venir, mais force est de constater que c'est la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les cocos. Donc, attention encore une fois avec les risques de valorisation. Ce n'est pas parce que ces valeurs-là baissent que Apple ne vaut plus rien, ni que Google ne vaut plus rien, etc. Ça veut juste dire on revient sur le rendement le plus pur, retour au rendement alpha, et il y a de fortes chances que la plupart de ces entreprises rebondissent assez fortement si elles vont chercher ces niveaux de valorisation. Voilà, c'est tout ce que je vous disais aujourd'hui, donc restez sages, attention encore une fois à la volatilité. Si je vous fais cette émission avant de partir dans mes jours de vacances, c'est parce que je vois clairement pas mal d'alarmes s'allumer un peu partout, repli du WTI, peur du nouveau Covid, etc. Ça peut suffire largement pour faire sauter les gestions du risque de ces gars-là à court terme. Et là, je suis désolé, mais le seul truc qui va leur rester derrière, ça va être de parier sur la vente après, c'est-à-dire de retrouver en soi de l'alpha, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire l'alpha vendeur, qui va être de dire, en soi, tout ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est de retrouver l'alpha acheteur, et pour ça, il va falloir faire baisser les prix. Donc faites attention, ces mêmes gars sont ceux qui vont vendre Apple après, quand ça va commencer à baisser. Voilà. Par contre, c'est ici effectivement assez dangereux, parce que là, il faut s'attaquer d'abord à l'épuisement du rendement gamma, qui pour l'instant est à la mode depuis 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que les mecs reviennent tous les jours pour essayer de chercher des décalages sur la volatilité de la volatilité, pour essayer de se poser. Quand ils trouveront plus rien que des options de parier sur la volatilité, mais sur l'augmentation de la volatilité, ils vont juste vendre à découvert les actions. Voilà. Donc faites attention, ça peut être très brutal. Il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de volume. Le jour où ces gars-là vont changer de stratégie, ça va être un bain de sang affligeant sur ces valeurs numériques. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà.